Dans sa petite maison toulousaine, Jeanne, 88 ans, vit désormais seule et dans l'angoisse. Elle pense en permanence à ses petits-fils. C'est lui. Jean-Daniel, 23 ans. Ça, c'est Nicolas. Et Nicolas, 30 ans. C'est son frère. Nicolas et Jean-Daniel ont rejoint la Syrie pour y combattre le régime de Bachar el-Assad. Ces garçons, l'un chômeur, l'autre livreur, habitaient ici avec leur grand-mère. Ils s'étaient convertis à l'islam. Certaines de leurs affaires sont encore là. Avant leur départ, il lui avait dit qu'ils partaient en Auvergne. Et ils sont partis depuis quand? Je ne me rappelle plus maintenant. Je pleure tellement que je ne me rappelle plus de rien. Nous, ici, c'était une famille bien calme. Et puis, vous voyez. Les deux frères sont partis en mars dernier. Ils ont, semble-t-il, intégré en Syrie une brigade islamiste. Et nous avons vécu ensemble et les voici. Nous avons regardé beaucoup de vidéos sur les Moudjahidines. Une vidéo de propagande. Vous incitez à quitter la France, Inch'Allah, à faire la hijra et à venir nous rejoindre ici en Syrie. Et alhamdoulilah, Allah il nous a mis l'amour des Moudjahidines et l'amour du djihad dans le cœur. Quand je l'entendais prier Allah, Allah, ça ne me plaisait pas. Alors depuis l'escalier, je lui disais, Nicolas, va-t'en te coucher, qu'est-ce que tu veux qu'il te fasse, Allah? On pense qu'on les élève comme il faut, on pense qu'on leur donne la bonne voie. Et puis on s'aperçoit tout d'un coup qu'ils vous foutent le camp, que vous ne vous en rendez pas compte. Je me suis pas rendu compte qu'ils partaient de travers. Depuis leur départ, les deux frères ont gardé le contact par téléphone avec leur grand-mère. Cet été, elle reçoit un appel de Nicolas. Il lui annonce la mort de son petit frère Jean-Daniel et ne donne aucun détail. Il m'a dit, tu sais mamie, j'ai une mauvaise nouvelle à t'annoncer. Jean-Daniel est mort, mais je ne sais pas comment, je ne sais pas s'il a été tué, je ne sais pas. Je sais pas. Parce que quand je lui en ai posé des questions, il m'a dit « Oh mamie, on ne parle plus de ça. J'ai de la peine. » Voilà, lui m'a dit « J'ai de la peine, on n'en parle pas. » Désormais, Jeanne redoute que Nicolas soit tué à son tour. Le jeune homme combattrait toujours près d'Alep. Oh mes frères de France, mes frères Allah. Comme lui, 120 djihadistes français seraient actuellement en Syrie. Le djihad en Syrie, il est obligatoire. Une cinquantaine en train de s'y rendre. Obligatoire. Pour la plupart, des jeunes sans emploi stable, radicalisés, souvent issus de quartiers difficiles. Il y a déjà quelques mois, le juge antiterroriste Marc Trévidic décrivait leur profil. Ce sont des gens qui se sont radicalisés très vite, qui sont très jeunes, qui n'ont vraiment pas une culture géopolitique ou de l'islam importante et qui se sont nourris d'images sur Internet. Pour rejoindre la guerre sainte, certains d'ailleurs semblent prêts à tout et même à n'importe quoi. Le 4 septembre dernier, 3 jeunes, membres selon la police d'un groupe radical islamiste, sont soupçonnés d'avoir braqué ce restaurant Quick. Avec les 2000 € de butin, ils auraient voulu rejoindre la Syrie. Je sais que l'un d'entre eux, en effet, a revendiqué ce vol pour lui permettre d'acquérir le billet d'avion afin de se rendre en Syrie. Entre jeunes, ben voilà, on va monter tout ça en mayonnaise, hein. Et puis on peut avoir cette idée d'aller en Syrie, parce que tout ça est très exotique, hein. Vous imaginez le djihad, la Syrie, éventuellement risquer sa vie pour une cause qui serait une cause divine. Bon, ça peut ouvrir une perspective. La Syrie, nouvelle destination pour les jeunes radicaux. La dernière en date des aventuriers du djihad. Car il y a d'abord eu la Bosnie, au début des années 90. Les premiers djihadistes français viennent y défendre les musulmans bosniaques contre les Serbes. La plupart combattent au sein de cette brigade dite El Moudjahid, réputée pour son courage,
mais aussi sa violence et sa cruauté. Puis, ce fut l'Irak. À partir de 2003, contre les Américains. À Paris, une filière se met en place, avec à sa tête ce jeune extrémiste, Farid Benyetou. Il recrute dans cette mosquée du 19e des candidats au djihad. Une poignée est acheminée jusqu'à l'Irak. Là-bas, l'un d'entre eux, Boubaker El Hakim, s'exprime même dans un reportage radio. Je suis de Paris 19e. Tous ceux qui veulent tuer l'islam, on va les tuer. Tous mes potes dans le 19e, je vous dis, venez faire le djihad. Je suis là, c'est moi, Abou Abdellah. Je suis en Irak, on fait le djihad. Tous mes frères qui sont là-bas, venez pour défendre l'islam. C'est des tapettes, des bouffons. C'est rien du tout, les Américains. En première ligne, je suis prêt à combattre en première ligne. Je suis même prêt à me faire exploser. Je suis prêt à me faire exploser, mettre des dynamites et boum, boum, on tue tous les Américains. On est des moudjahidines. Boubaker El Hakim, depuis, est revenu d'Irak. Comme d'autres djihadistes français, il aurait ensuite basculé définitivement dans le terrorisme. Après l'Irak, les combattants fondamentalistes continuent à voyager au fil des conflits. Dans les années 2000, on les retrouve dans les régions frontalières entre l'Afghanistan et le Pakistan, alors bastion d'Al-Qaïda. Puis le Nord Mali, où certains sont capturés par les forces françaises. Votre intervention dans le Sahel et plus particulièrement dans le Nord Mali. Gilles Le Guen, par exemple, un breton devenu islamiste. Les moudjahidines. Comme souvent, c'est un converti, sans lien familial avec l'islam. Dans une famille musulmane traditionnelle, la personne qui est tentée par le monde radical, j'allais dire, a d'autres exemples de musulmans et de pratiques musulmanes autour de lui. Le jeune converti, le blondinet qui se convertit, c'est directement la version radicale de l'islam et il n'a autour de lui rien qui le démente. Mais aujourd'hui, la Syrie inquiète encore plus que les précédents terrains de djihad. Car cette guerre attire de plus en plus de jeunes. 350 Français tentés par la destination sont ou ont été surveillés par les services de renseignement. C'est la première fois que nous avons autant de nationaux, entre guillemets, français qui partent en Syrie. Là, on est en présence d'un phénomène qui concerne plusieurs centaines de personnes. Et le phénomène gagne toute l'Europe. La Belgique, notamment, est l'un des pays les plus touchés. Une centaine de Belges auraient déjà rejoint la Syrie. Le fils de Fabienne, un converti de 23 ans, est parti il y a 9 mois avec un ami d'enfance. Je ne sais pas ce qu'il fait là-bas et je ne le sais toujours pas aujourd'hui. Il n'a jamais voulu me dire ce qu'il faisait là-bas. Je ne sais même pas où il habite là-bas. Je ne sais pas. Mais il a été engagé dans des combats puisque son copain est mort, un de ses meilleurs amis. Et depuis, je vous assure, je suis malade. Je me dis, pourvu qu'il lui arrive rien. Quand on voit ce qui se passe là-bas et la barbarie de cette guerre, on se dit que les nôtres n'y échapperont pas. Vraiment, c'est très dur. Alors que la Syrie s'enfonce chaque jour davantage dans le chaos, Fabienne n'a presque plus de nouvelles de son fils. Depuis les menaces de frappe américaines et françaises il y a quelque temps, là c'est silence radio, impossible de l'avoir. Alors ce qu'il fait de temps en temps, c'est qu'il va à la frontière turque et là on sait se parler plus à l'aise, quoi. Est-ce que votre fils exprime le désir de revenir ? Non. Vous l'avez au téléphone. Non, Qu'est-ce qu'il vous dit ? Non, il a dit que sa vie était là-bas, qu'il ne reviendrait pas. Une question obsède les parents de ces apprentis djihadistes. Leurs enfants ont-ils été endoctrinés ? Le fils de Fabienne, comme d'autres jeunes partis en Syrie, a été en contact avec cet homme. Jean-Louis Denis, une figure bien connue des milieux salafistes. Interdit de séjour en France, il était membre de Sharia for Belgium, un groupe aujourd'hui dissous. En fait, moi, je veux pas que simplement l'instauration de la charia en Belgique, je veux l'instauration de la charia, mais dans le monde entier. À Bruxelles, beaucoup le soupçonnent d'avoir manipulé ces jeunes. Mais Jean-Louis, toujours actif sur Internet, n'a jamais été condamné. Il nie avoir recruté pour le djihad
tout en glorifiant ceux qui vont se battre en Syrie. Nous, en tant que musulmans, il faudrait arriver à dire mais il part pour la justice, il part pour la loi d'Allah, il part pour le martyr, il part pour la cause la plus noble de la terre. En tenant ce genre de propos, c'est quand même une incitation à partir en Syrie. Je vais dire, c'est ça, je vais dire indirectement, quand je dis ça, les gens pourraient dire oui, il incite. Évidemment, je comprends votre interrogation. Est-ce que c'est Jean-Louis qui les a appelés à aller combattre la veuve et l'orphelin? Non, c'est Allah qui les a invités. Et donc l'influence a été faite par Allah. Et Allah choisit son armée. Chaque fois que vous allez vouloir combattre les musulmans, chaque fois il y aura des résistants qui vont être contre cette injustice. Des explications qui peinent à convaincre les parents. Selon Fabienne, la rencontre de son fils avec Jean-Louis n'a pas été l'élément déclencheur, mais elle l'aurait peut-être conforté dans sa décision de partir en Syrie. Surtout, pour elle, son fils n'a pas pu entrer sans aide dans le pays. Comment est-il arrivé où il est? C'est ça que je me pose comme question. C'est qu'il y a bien des gens qui l'ont aidé à y arriver. On ne va pas en Syrie en bus attendre à la frontière un hypothétique bonhomme qui passerait pour vous prendre. Je pense que tout ça est bien organisé. En France, l'existence de filières semble bien établie. 12 personnes sont déjà mises en examen dans 4 enquêtes différentes. Les services de renseignement nous disent qu'il existe aujourd'hui des filières et qu'effectivement, dans certaines banlieues, vous avez telle ou telle personne qui sont des recruteurs et qui facilitent, alors ils nous disent des recruteurs religieux ou pas religieux, mais en tous les cas, qui facilitent la démarche de ces individus et même qui financent leur passage. Mais surtout, les autorités s'inquiètent du retour en France de ces jeunes. Après avoir combattu aux côtés d'islamistes radicaux, certains pourraient vouloir importer le djihad. Une trentaine sont déjà rentrés. Les services de renseignement les surveillent. Mais j'imagine qu'un type qui a quitté sa banlieue il y a quelques mois et qui est parti, qui aura passé quelques semaines, quelques mois, voire quelques années dans l'action guerrière en Syrie et qui aura du matin au soir tripoté des kalachnikovs, des missiles, des bombes et compagnie, je ne l'imagine pas revenir ici et demander aller au Pôle emploi, pointer à Pôle emploi pour faire plombier zingueur. Tout l'enjeu, c'est de savoir si on est capable de contrôler le retour et de faire des enquêtes approfondies sur ceux qui reviennent pour savoir s'ils ont des idées derrière la tête ou s'ils s'arrêtent là. Quand on a enquêté sur ceux qui revenaient de Bosnie, il y en a qui n'ont rien fait derrière. C'est-à-dire qu'ils ont réintégré la société normalement après avoir été fait leur djihad. Et il y en a qui ont préparé des actions terroristes, comme le groupe de Roubaix. Le gang de Roubaix, 1996. Depuis cet épisode terrible, la police sait de quoi seraient capables des djihadistes rentrés au pays. Un petit groupe, revenu de Bosnie qui sème la terreur. À sa tête 2 convertis, Christophe Caz et Lionel Dumont. Pour financer leur djihad, ils mènent une série de braquages. Traqués par la police, 5 membres du gang meurent les armes à la main. Les autres seront arrêtés. 10 ans plus tard, ceux qui reviennent d'Irak connaissent aussi parfois un parcours violent. Boubaker El Hakim, le jeune qui s'exprimait à la radio depuis l'Irak. On tue tous les Américains, on est des moudjahidines. Jugé en France à son retour, il fait 3 ans de prison, puis en 2011 part en Tunisie. En juillet dernier, alors que le pays pleure 2 opposants assassinés, les autorités le désignent comme le principal suspect. Les premiers éléments de l'enquête montrent l'implication de Boubaker El Hakim, un élément salafiste extrémiste. Depuis, El Hakim est en cavale. Il y a enfin le scénario cauchemar qui hante les services de sécurité. L'éventualité d'une nouvelle affaire Mera. Il y a 1 an et demi, de retour d'un court séjour au Pakistan, ce jeune Toulousain assassine 7 personnes, dont 3 enfants devant cette école juive. Il se revendique d'Al-Qaïda. Il est abattu après un siège de 32 heures. Mera se serait auparavant entraîné auprès des talibans avant de rentrer en France sans être inquiété. Un échec terrible pour les services de renseignement qui redoutent un profil similaire chez les jeunes revenus de Syrie. Mohamed Merah, vous avez vu les dégâts que ça fait? Et excusez-moi, sur quelques centaines de Français qui sont aujourd'hui entre Damas et Alep, ça ne serait pas étonnant qu'on ait 1, 2 ou 3 Mohamed Merah, mais ça ne le sera que dans 3 mois, dans 3 ans ou plus. Il faut se demander comment on peut limiter la radicalisation de nos jeunes.
Si vous voulez, c'est quand même ça le fond. La justice et la police sont engagées dans une lutte pour tenter d'éviter un retour dramatique des djihadistes déjà partis. Et puis, il y a ceux qui ne reviendront pas. Il y a 2 semaines, un couple de Roubaix a appris que son fils, Sofiane, 20 ans, était mort, tué dans des combats à Alep en Syrie.